Depuis la signature de l'armistice le 22 juin 1940, les troupes allemandes stationnent au nord de la ligne de démarcation. Blois, qui se situe à seulement 40 km de la zone dite libre, est désormais une ville occupée. La commandanture a posé ses quartiers aux 3 rues Porte-Côté et administre le territoire blésois d'une main de fer. C'est sans compter le maire Henri Drussy. L'élu veille à l'intérêt des habitants et organise notamment le relogement des nombreuses familles devenues sans abri à la suite des bombardements. Témoin direct des injustices commises par l'occupant, il bascule dans la résistance. Son engagement vaudra à l'ancien poilu d'être arrêté, puis interné à Orléans. Libéré en avril 1944, il a le bonheur de voir sa ville à nouveau libre, avant de décéder quelques mois plus tard d'une crise d'urémie. Les témoignages photographiques de l'occupation sont rares. Les nazis interdisaient en effet aux habitants de les prendre en photo. Certains bravent néanmoins l'interdit, à l'instar de M. Bled. Dissimulé derrière la fenêtre de son bureau, rue Haute, il capture discrètement l'image de soldats en route pour le cinéma de la ville. Pour se représenter le quotidien des Blésois et des Blésoises à cette époque, il faut se rendre au centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire, situé place Victor Hugo. Cet espace mémoriel expose des objets hérités de l'occupation et de la libération de Blois. Cartes de rationnement, appareils relevant du système D, journaux clandestins ou panneaux de signalisation en langue allemande témoignent de l'oppression subie durant ces années sombres. L'histoire de la déportation y trouve aussi sa place. Le centre conserve notamment de précieux accessoires ramenés du camp de Buchenwald par le déporté politique Eugène Chesneau. Le CRDM retrace par ailleurs le destin des milliers de résistants du Loir-et-Cher qui luttèrent avec bravoure, sacrifiant parfois leur vie, dans l'espoir de voir un jour la France libérée. Après 4 années d'occupation, cet horizon semble enfin atteignable. La nouvelle du débarquement allié sur les plages normandes le 6 juin 1944 fait souffler un vent d'optimisme parmi les résistants blésois. Grâce à des graffitis, ces derniers enjoignent la population à se préparer aux futurs affrontements. L'heure de la libération approche. Le 8 juillet, le parachutage de Clénor, annoncé par le message « Peu de menthe, assez de citron », délivre 16 tonnes d'armes et de munitions. 80 maquisards sont présents sur le terrain pour réceptionner et cacher le matériel. Les lignes téléphoniques et électriques sont sabotées, les routes et voies ferrées minées. Face à la multiplication des embuscades, les services de la Gestapo évacuent les villas Cavalier et des Tilleuls qu'ils occupaient rue Augustin-Thierry. Si une partie des soldats quitte la ville pour ralentir la progression des Alliés à l'ouest, les nazis conservent leur position blésoise et entendent bien les défendre. Le soir du 9 août, des gendarmes escortent des détenus jusqu'à la prison de la ville. Le groupe passe le poste de surveillance et pénètre l'enceinte du bâtiment. La ruse a fonctionné. Tel le cheval de Troie d'Ulysse, le résistant Godino et ses camarades révèlent leur vrai visage et neutralisent les agents pénitentiaires récalcitrants. Au petit matin, ils achèvent de libérer les 183 prisonniers politiques en attente d'être transférés vers des camps de concentration ou d'exécution. Tandis que les maquisards mènent cette évasion avec succès, les Américains progressent vers l'est. Le 166e Engineer Combat Battalion, qui compte 600 soldats et près de 80 véhicules, se présente à l'entrée de Blois le 15 août, avec pour mission de couper le pont Jacques-Gabriel, qui est alors un point de franchissement stratégique. Les troupes US se heurtent rapidement aux défenses allemandes, qui les contraignent à rebrousser chemin par Herbault et Vendôme. Les soldats Henri Trajanowski, Karl Russo et le résistant Bernard Mazille périssent au cours de l'affrontement. À la suite de ce revers,
les Boys décident de concentrer leurs efforts sur la prise d'Orléans. Les résistants blésois ne pourront donc compter que sur eux-mêmes pour libérer la ville. Éclatés en différents groupes aux sensibilités politiques souvent très éloignées, les maquisards savent que l'union fait la force. Après de longues semaines de rivalité intestine, le colonel Valin de la Vessière parvient à s'imposer. Le militaire prend la tête de tous les éléments des forces françaises de l'intérieur, FFI, et des francs-tireurs et partisans, FTP, qui se sont rassemblés à Blois. Les différents groupes d'insurrection se déploient en rive droite et passent à l'assaut des Allemands qui se replient dans le quartier de Vienne. Les troupes des Hitlerjugend, jeunesse hitlérienne, sont alors l'ultime rempart à la libération de la ville. Tandis que le groupe Marie atteint les abords du pont Jacques-Gabriel, les jeunes nazis font sauter les 3 arches centrales. Une vive fusillade s'ensuit. L'ennemi arrose copieusement les murets et les pilastres de l'évêché, et la statue de Jeanne d'Arc est touchée. Perchés au sommet du clocher de Saint-Saturnin, des tireurs interdisent toute circulation dans la ville basse, entre la Loire et les remparts du château. Les FFI, positionnés à l'abri des parapets du monument, répondent aux semonces, tandis que des habitants érigent des palissades pour se protéger des balles. Afin de galvaniser la population, un haut-parleur est installé sur la façade du 27 rue Porte-Chartraine et diffuse les nouvelles de la France libre, émises depuis la BBC. Le 25 août, la Marseillaise retentit depuis les fenêtres et les balcons à l'annonce de la libération de Paris. Ici, radiodiffusion de la nation française. À Blois, la résistance ne faiblit pas. L'assaut final est donné la nuit du 31 août. Les Allemands mobilisent toutes leurs pièces d'artillerie dans cette ultime offensive, avant d'évacuer le faubourg de Vienne. Au matin du 1er septembre 1944, des drapeaux français sont agités rue de la Belle-Jardinière. Blois est enfin libéré. Les jours qui suivent, les groupes de résistants défilent dans les rues, sous les acclamations de la foule. Si la joie domine, des épisodes de vindicte populaire surviennent également. Rue Denis Papin, la librairie allemande est mise à sac, et les livres sont entassés en pleine rue pour alimenter un autodafé. On prend également pour cible certaines femmes accusées de collaboration horizontale. Comme près de 20 000 Françaises, des Blésoises sont tondues publiquement avant d'être exhibées au regard des passants. L'inquiétude pour les déportés assombrit elle aussi la joie de certaines familles. En Europe et dans le monde, la guerre n'est en effet pas terminée. Il faut attendre l'annonce de la capitulation allemande le 8 mai 1945 pour que les Alliés célèbrent enfin leur victoire. 5 années plus tard, le 3 septembre 1950, la ville de Blois reçoit la Croix de guerre des mains du général Koning. Cette distinction salue l'esprit de résistance, l'audace et le courage de ses habitants et rappelle le lourd tribut payé durant la guerre. À la fin du conflit, on dénombre 230 personnes tuées ou blessées, 103 déportés, 1522 immeubles détruits ou gravement endommagés et quelques 3661 familles sinistrées. Si la reconstruction des quartiers bombardés du centre-ville et du faubourg de Vienne a permis aux Blésois et aux Blésoises de se tourner avec optimisme vers l'avenir, le nouveau projet d'urbanisme n'avait pas vocation à ensevelir le souvenir des 4 années de guerre. À travers ces cicatrices, le nom de ces rues, ses plaques, stèles et monuments, Blois est un livre à ciel ouvert, une mémoire de pierre. Toute l'année, la ville s'emploie à commémorer cette histoire, à valoriser ses témoignages, à sensibiliser le jeune public, afin d'entretenir le précieux flambeau de la mémoire et de le transmettre aux futures générations.